Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, 6% des enfants sont atteints de dyspraxie, mais ce trouble du développement de la coordination demeure relativement méconnu. D'où l'intérêt du livre extrêmement clair, complet, utile que publie la neuropédiatre Domiti Gras. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buan. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme de SVT aujourd'hui et peut-être un petit peu de géographie aussi, à l'occasion de la mise à l'eau d'un nouveau navire de Tara Océan. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier pour son cours particulier. Nous partons en Australie aujourd'hui autour de dispositifs visant les populations aborigènes. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Domiti Gras, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes neuropédiatre, donc j'imagine pédiatre spécialisé en neurologie, et vous publiez avec la neuropsychologue, cette fois Emmanuelle Leploy-Maes, 100 idées pour mieux comprendre et accompagner les enfants dyspraxiques. C'est aux éditions Tom Pouce, une maison qu'on aime beaucoup ici. On va commencer par la définition. La dyspraxie, c'est, disais-je, un trouble du développement de la coordination. Voilà, concrètement. Alors concrètement, le trouble du développement de la coordination, ce qu'on appelle en effet dyspraxie, c'est synonyme, c'est un trouble du neurodéveloppement. Quand on parle de trouble du neurodéveloppement, ça signifie qu'il y a des atypies, des altérations dans la mise en place de certains réseaux neuronaux, donc très tôt, dès la vie fœtale, qui conduisent en fait à certains dysfonctionnements, en l'occurrence dans la programmation motrice de ces enfants. C'est ça, l'indice, c'est la difficulté à acquérir des compétences motrices. Et si je le dis en termes plus communs, c'est un enfant malhabile, quoi. Un enfant maladroit. Un enfant maladroit. C'est un trouble neurodéveloppemental, j'y arriverai, qui donc 6%, je disais, ça en fait quelque chose d'assez fréquent finalement. Exactement, et c'est souvent sous-diagnostiqué puisque ces enfants ont l'air en apparence d'aller tout à fait bien. Et il y a beaucoup de choses qui d'ailleurs marchent très bien chez eux, mais du coup ils ont cette maladresse qui parfois peut être un peu banalisée à tort. Sous-diagnostiqué, notamment chez les filles. Tout à fait. On croit qu'il y a plus de garçons. Exactement. Le sous-diagnostic des filles dans l'ensemble des troubles du neurodéveloppement est de toute façon un vrai problème de santé publique. C'est un de mes chevals de bataille, en partie à cause des stéréotypes de genre. Une petite fille compense plus, s'adapte, fait moins de bruit, a moins de troubles du comportement. Et du coup, c'est des enfants qui sont moins vite repérés en général. Pour ça, parce qu'ils arrivent à masquer... elles arrivent en l'espèce à masquer plus facilement que les garçons. Oui, en partie pour ça. Ça commence à être très publié, notamment dans certains troubles comme le trouble de l'attention et hyperactivité. C'est un petit peu moins connu dans le trouble du développement de la coordination, mais il n'y a pas de raison malheureusement qu'elle soit moins sous-diagnostiquée dans ce trouble. Les origines de ces troubles ne sont pas totalement nettes. Il y a une combinaison de pistes, un faisceau d'indices, on va dire. C'est toute la complexité du cerveau. Finalement, le cerveau, c'est une machine extraordinaire qui se construit, donc, comme je disais, très précocement et qui a cette particularité de grandir tard, puisqu'on dit qu'un cerveau adulte, c'est plutôt 30 ans. Et donc, finalement, le cerveau se développe sous l'influence de très nombreux facteurs. Donc, dans ces troubles, on n'est pas dans des choses unicistes avec une cause particulière. C'est un message important, d'ailleurs, pour les parents qui souvent vont se culpabiliser. Est-ce que c'est moi, que c'est humain comme parent? On a toujours cette crainte. Finalement, c'est très multifactoriel et il y a beaucoup de paramètres qu'on maîtrise pas bien. Donc, il y a de la génétique, éventuellement. Exactement. Il peut y avoir des problèmes facteurs fonctionnels. Comme une naissance prématurée, retard de croissance intra-utérin qui sont bien publiés. Et puis, des facteurs environnementaux, et c'est toute cette multiplicité de facteurs qui vont conduire à l'émergence du trouble. Avoir un enfant un peu malhabile, surtout quand il est petit, c'est le lot commun de tous les parents, j'allais dire, parce que les enfants ne réussissent pas à tous les coups les premiers gestes. Donc, quels sont les signes annonciateurs, notamment chez le jeune enfant? Quels sont les moments où il faut commencer à se dire en tant que parent, là, voilà, il ne s'est peut-être pas cassé la figure ou il n'a peut-être pas raté la cuillère totalement par hasard? Alors c'est vrai que chez les jeunes enfants, le diagnostic est très difficile à faire. D'ailleurs, comme les coordinations, les praxis sont en fait des fonctions complexes et qui maturent lentement, globalement, avant 7 ans, c'est très difficile de faire le diagnostic et c'est même trop tôt puisque l'enfant est en pleine maturation dans sa coordination. Toutefois, dans certains cas, il y a quand même des signes en effet qui peuvent un petit peu mettre la puce à l'oreille des parents, notamment dans l'âge maternel, quand les enfants commencent à faire des parcours de motricité, commencent à devoir enfiler leur manteau seul, mettre la fermeture éclair, enfiler les chaussettes. Là, il y a des enfants qui n'y arrivent pas. Les lacets, c'est un peu plus tard. C'est terrible, ça va encore. c'est à la fin. Exactement. Ça reste une sacrée un challenge pour ces enfants.
Donc chez les petits enfants, c'est assez fréquent de ne pas encore s'alarmer et j'allais dire que c'est plutôt attendu. C'est souvent vers l'âge CP, quand l'enfant doit entrer vraiment dans le geste graphomoteur et dans des gestes complexes et qu'en effet, les gestes comme lasser, s'habiller rapidement, etc. sont considérés comme acquis, ou chez ces enfants vers 7-8 ans, ça ne va pas se passer aussi facilement. Et ça continue. La maladresse, le fait de renverser des objets, de casser des choses, tout ça, ça... Exactement. Pareil. En fait, ces enfants ont une particularité, c'est qu'ils sont à la fois imprécis et un peu lents. On a publié une étude récemment avec Emmanuel Ploix-Maes et une équipe de chercheurs, dont David Germano et Emmanuel Flamand-Rose, qui montrent en effet que certains enfants ont plutôt tendance à être lents, d'autres enfants sont surtout imprécis. Et donc c'est cette caractéristique assez difficile de ne pas allier rapidité et précision qui va caractériser le trouble, avec un autre fait important, c'est que les enfants ne parviennent pas à automatiser leurs gestes. Finalement, quand on a la chance de ne pas être dyspraxique, on fait plein de gestes sans même s'en apercevoir, parce qu'on a tout un répertoire de gestes qu'on fait comme ça sans y penser. Ces enfants, littéralement, sont obligés de penser à leurs gestes et c'est très fatigant. C'est ça, et souvent, leur cerveau choisit, c'est-à-dire qu'entre je le fais vite, voilà, mais de manière imprécise, ou je le fais de manière précise, mais lentement. De la lenteur. Voilà, et c'est un petit peu à ça qu'on commence à voir les choses. Manque d'autonomie aussi, lisais-je dans votre livre, et puis alors une fatigabilité plus grande, ce qui, alors une fois qu'on a l'explication, on se dit c'est logique, puisque leur cerveau dépense plein d'énergie et le cerveau, je crois, fait partie des gros consommateurs d'énergie de notre corps. Tout à fait. Mais donc un enfant qui se fatigue, ça peut aussi être dans la galaxie d'indices. Exactement, puisque finalement, il y a un coût cognitif très élevé. Ces gestes qui ne sont pas automatisés requièrent beaucoup d'énergie de la part du cerveau. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment deviner quand on voit l'enfant comme ça, qui parle, qui joue. C'est vraiment, en ce sens, un handicap caché. On va évidemment parler traitement, on va parler d'éventuelles pathologies associées. Un tout petit mot, parce que vous l'avez dit au tout début de notre entretien, ce sont des enfants qui ont des problèmes et qui ont aussi plein de qualités. Alors, dans ces qualités, c'est réversible. En tout cas, dans ces caractéristiques, vous dites que ce sont aussi des enfants très sensibles, grande sensibilité émotionnelle. Alors, il y a aussi un petit peu de subjectivité de ma part, puisque j'ai beaucoup de tendresse pour les enfants dyspraxiques, sans doute, puisque ce n'est pas non plus des choses prouvées scientifiquement. Par contre, ce qui est prouvé scientifiquement, c'est que quand on a un trouble du développement, indéniablement, on a une gestion des émotions qui peut être plus fragile, une régulation des émotions plus fragile. Et donc, en effet, moi, je vois souvent des enfants qui sont très, très sensibles et qui déploient des trésors de créativité et de compensation à leur maladresse. Et en ce sens, oui, c'est des enfants qui ont aussi énormément de ressources. Vive préoccupation au regard d'autrui, dites-vous. Voilà, ils ont la trouille d'être jugés, pour le dire. Dans notre société, c'est très dur d'être maladroit. Hein. Ouais. La société aime les champions, les footballeurs, et c'est super. Mais c'est vrai que pour ces enfants, c'est pas facile à vivre et l'estime de soi est souvent impactée. Alors, il y a des footballeurs qui sont pas super à droite devant le but. Je donnerai pas de nom ici pour énerver personne. Une partie de ces enfants dyspraxiques, environ 40%, dites-vous, présentent en plus des troubles gestuels, ce qu'on appelle des troubles visuospatiaux. Exactement. En fait, jusqu'à récemment, on pensait que presque tous les enfants dyspraxiques avaient ces difficultés visuospatiales. Dans notre étude, on a en effet montré que ce n'est pas la majorité. C'est quoi? C'est la difficulté à évaluer les orientations, les perceptions. Distances, c'est ça. Parfois, c'est ce qu'on appelle la 3 dimensions, le visoconstructif, la perception dans l'espace en plusieurs dimensions. Mais c'est vrai, 40%, c'est énorme et ça rajoute énormément aux difficultés. Ces enfants-là ont un pronostic un peu plus compliqué, notamment parce que ces fonctions sont très sollicitées dans les apprentissages. Et ça ne se corrige pas juste avec une paire de lunettes. Non, on n'est pas dans, mais il faut le dire, on n'est pas juste dans les problèmes c'est le traitement du signal visuel et du traitement spatial par le cerveau. La dyspraxie verbale également. Alors ça, c'est encore plus rare. Oui, c'est ça. Il s'agit cette fois-ci des enfants qui ont des difficultés dans les coordinations bucco-faciales. Et de ce fait, quand ils parlent, ça entrave énormément leur intelligibilité. Et donc là, le trouble est beaucoup plus précoce. Exactement. C'est des enfants qui longtemps peuvent rester inintelligibles. Fort heureusement, en général, avec la maturation et avec le temps, l'enfant devient plus intelligible. Mais c'est sûr qu'en termes de sévérité, c'est plus complexe pour ces enfants. Bon, on a essayé de dresser le tableau, de décrire. On va regarder évidemment du côté des solutions. Dominique Gras, neuropédiatre, qui publie avec la neuropsychologue Emmanuel Ploix-Maes « idée pour mieux comprendre et accompagner les enfants dyspraxiques ». C'est aux éditions Tom Pouce. On se retrouve juste après l'Anti-Sèche de Guillaume Buron.
Ah là, Guillaume, dont le cerveau n'est pas tout à fait construit encore. Non, du coup, je viens de la faire, Guillaume. Il va se passer plein de trucs sympas, vous allez voir. On parle environnement dans l'Anti-Sèche aujourd'hui. L'actu, c'est un projet qui a pour objectif d'étudier l'Arctique. Oui, 5 années de conception pour ce projet de la Fondation Tara Océan, la construction d'un nouveau navire conçu pour l'observation et la recherche scientifique, donc en Arctique. Alors à quoi cela va ressembler? Regardez. C'est français. Il faut quand même le savoir. Oui, c'est français. C'est du côté de Cherbourg que le chantier a été confié. 18 mois de travaux avec une mise à l'eau qui a eu lieu mardi dernier. Une autre aussi vendredi dernier. Je l'ai appris il y a quelques instants pour tout vous dire. Avec une deuxième partie de chantier qui va se faire à l'eau et il y aura 3 mois de livraison. Alors, la première fois que cet engin a été mis à l'eau, il y avait eu un petit souci au niveau de l'étanchéité. C'est ennuyeux, effectivement, parce que c'est censé être immergé. Donc, ça a été fait étape par étape, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci. C'est donc reparti en construction. Ça a été remis à l'eau vendredi dernier, avec environ moins de 3 mois, parce que la livraison est quand même prévue pour le mois de décembre. Et cette première expédition en fait de Tara Polar Station, comme ça s'appelle, aux confins du pôle Nord, est prévue pour l'été 2025, avec une station qui va naviguer depuis le nord de la Norvège. Ce sera aux alentours de 2026, près de 500 jours quand même passés dans la banquise, à dériver et à côtoyer cette glace qui nous fait tant rêver. Mais oui, donc ça suppose également une conception très particulière. Oh oui, ça c'est sûr. La base, il faut qu'elle supporte moins 52 degrés. Nous, on n'en est pas prêt. La base, si. Justement, elle a été conçue pour supporter ces températures. Objectif, une dizaine d'expéditions successives qui vont se dérouler au moins jusqu'en 2045. On a du temps. Mais à l'intérieur, des climatologues, des biologistes, des physiciens, des glaciologues, il y aura des médecins, des journalistes aussi qui vont se rendre sur place. L'idée, c'est de faire un peu un ISS mais marin. Comme la station effectivement spatiale internationale qui est dans l'espace. Là, l'idée, c'est de faire pareil pour aller un petit peu gratter, voir comment justement ça se passe en Arctique, car c'est un territoire qui est méconnu pour l'heure. Alors, sur l'image que vous pouvez voir en ce moment, vous avez une idée de ce à quoi va ressembler l'intérieur. On a une base scientifique avec un laboratoire où il pourrait y avoir la manipulation d'échantillons, un laboratoire avec des instruments, un autre laboratoire qui sera dédié à l'expérimentation sur place pour cet océan qui est tout simplement méconnu, des chambres, des cuisines. Bien évidemment, on va quand même penser à ce qu'il faut pour vivre. Vous avez le plan là, effectivement. Ouais. Et voilà, ils vont tout simplement se relayer. Alors la base, elle fait quand même 24 mètres. Elle permettra d'embarquer 12 personnes en hiver jusqu'à 20 personnes l'été. Et pour résister aux ces températures, la coque est en aluminium et a été renforcée. C'est pourquoi la dernière fois, quand c'est allé dans l'eau et qu'il y a eu cette petite fissure, on n'a quand même pas voulu prendre de risques. C'est un peu normal. L'objectif, et on en a fait le titre de votre chronique, c'est vraiment d'étudier la biodiversité. Tout à fait. Un milieu qui est l'Arctique et cette biodiversité inconnue qui habite pourtant de belles espèces et de nombreuses espèces qui pour certaines sont en voie de disparition à cause du réchauffement climatique. Il faut quand même le pointer du doigt. Tara Polar aura donc pour objectif de renforcer les recherches françaises et internationales dans un milieu qui est extrême. On le rappelle, les températures, moins 52 degrés. Là aussi, les axes de recherche, il y en a 4, je vais vous les citer. La migration des organismes marins vers l'Arctique et leur devenir. L'impact du changement climatique, là aussi sur le fonctionnement de l'écosystème local. De nouvelles découvertes en biotechnologie et biomédecine. Et puis un mécanisme du dérèglement climatique, une nouvelle fois. C'est vraiment ce qui est pointé du doigt. Alors on va suivre, nous, l'expédition, bien évidemment. C'est sur 20 ans. Je vous le rappelle, donc on a largement le temps. On sera toujours là et surtout on en reparlera. Oui. Mon cerveau j'adore le mon cerveau se continue, c'est ça et on va suivre bien sûr toute l'évolution parce que faut le savoir, ce réchauffement et cette fonte de l'Arctique, en fait, ça augmente les vagues de chaleur, ça augmente les phénomènes météorologiques, donc c'est hyper important d'aller étudier tout cela. Donc voilà, Tara Polar Station, ça débute dans quelques mois. Rendez-vous dans 20 ans, alors un petit peu avant quand même. Merci beaucoup Guillaume pour cette anti-sèche. On retrouve dans quelques secondes Domiti Gras, neuropédiatre, qui publie avec Emmanuel Poix Maes 100 idées pour mieux comprendre et accompagner les enfants dyspraxiques aux éditions Tom Pouce.
on a cerné la maladie, mais donc j'ai un doute, je consulte. Qu'est-ce que vous allez rechercher, vous, en tant que pédiatre, neuropédiatre, lors du premier examen clinique de l'enfant? Alors, déjà, il ne s'agit pas d'une maladie, et ça, c'est une fois que j'ai conforté le trouble. Sur mes doigts, en plus, c'est écrit 15 fois dans le bouquin. J'insiste beaucoup sur ce point. C'est un trouble, bien sûr, vous avez raison de me reprendre. Parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout pour l'enfant et ses parents la même chose que d'être porteur d'une maladie. Là, on a en effet une vulnérabilité dans une fonction, il va falloir trouver les bonnes stratégies, mais on n'est pas dans le cadre de maladie. Mais en effet, avoir un diagnostic, c'est essentiel, ça aussi, vous insistez là-dessus. Tout à fait. Et dans la démarche diagnostique, c'est très important d'écarter certaines maladies ou en tout cas d'autres causes de maladresse. Certains enfants peuvent avoir malheureusement une myopathie ou d'autres troubles, pour le coup, ou d'autres maladies qui vont expliquer leurs difficultés motrices qui ne sera pas un trouble du développement de la coordination. Les myopathies, tout le monde le sait maintenant avec le Téléthon, mais donc ils sont des troubles, les muscles fondent, c'est ça, voilà, les muscles. Donc, ma première mission comme médecin, ce sera vraiment de faire un examen complet de l'enfant. D'une part, pour m'assurer qu'il n'y a pas d'autres causes aux troubles moteurs. D'autre part, en effet, pour savoir s'il ne s'agit pas bel et bien d'une dyspraxie, mais éventuellement avec des facteurs favorisants ou certains syndromes génétiques rares, pourquoi pas, bien que ce soit la rareté. Ensuite, quand je suis sûre du diagnostic du trouble de développement de la coordination, c'est une démarche où je vais avoir besoin de bilans complémentaires à mon examen clinique, notamment une évaluation neuropsychologique pour évaluer les capacités de raisonnement de l'enfant, ses capacités attentionnelles et exécutives. Donc ça, c'est des tests? Exactement, des tests neuropsychologiques avec une psychométrie par échelle de Wechsler et d'autres tests. Et puis, selon l'âge de l'enfant, un bilan en psychomotricité ou en ergothérapie pour vraiment avoir une vision la plus précise possible de ses compétences praxiques. Si j'ai bien compris, ce qui vous complique parfois la vie, c'est qu'il y a des enfants dyspraxiques qui sont à haut potentiel. Voilà, en même temps. C'est plutôt une facétie et une joyeuseté. Moi, je m'insurge toujours dans le discours « Ah mon Dieu, je suis à haut potentiel, ma vie est terminée ». Je pense que c'est juste au contraire des bons moyens de compensation et puis des enfants qui ont aussi beaucoup de compétences et de très belles ressources. Mais en effet, là où ça peut compliquer, c'est que c'est des enfants qui vont pouvoir jusqu'à un certain temps plus compenser et masquer leurs troubles au prix, là encore, d'une certaine fatigabilité et stress. Donc ce sont des enfants qui peuvent passer plus longtemps inaperçus. On citait le chiffre de 40% d'enfants qui avaient un trouble associé, qui étaient des troubles visuospatiaux. Okay. Mais alors je crois que ça monte carrément à la moitié qui ont des troubles de l'attention. Pourquoi ce lien? Il y a une explication? Alors, on pense à l'heure actuelle qu'il s'agit en fait de bases physiopathologiques communes, c'est-à-dire qu'il doit y avoir certaines bases, notamment génétiques, et puis dans la mise en place des programmes moteurs, où les fonctions attentionnelles et exécutives sont très importantes. C'est à peu près les mêmes. Du coup, ces troubles sont extrêmement intriqués, et quand on voit un enfant dyspraxique, on doit absolument rechercher s'il a un trouble de l'attention associé. Trouble du spectre de l'autisme associé parfois aussi, ça, là encore, complique le diagnostic des deux d'ailleurs. Exactement, parce que certains parents, surtout que le trouble autistique, c'est quand même aussi porteur de choses anxiogènes pour les parents, vont peut-être mettre un petit peu excessivement sur le dos de la dyspraxie. Ah, ben, il n'a pas beaucoup d'amis parce qu'il est malhabile, il n'est pas bon au foot, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Alors que moi, je vais m'apercevoir que l'enfant a des rigidités, un fort besoin de routine et de rituel, et que la compréhension des codes sociaux est vraiment fragile et que ce n'est pas expliqué par le trouble du développement de la coordination. Et à contrario, les enfants autistes ont très souvent des fragilités et des atypies dans leur coordination, donc il faut prendre en charge, puisque bien sûr, dans leurs apprentissages et leur vie au quotidien, ça les gêne aussi. Et ça les pénalise également. Vous avez parlé d'angoisse. Alors, il y a celle des enfants face à leur propre corps qui ne fonctionne pas, ils se rendent bien compte que ça ne fonctionne pas comme ils aimeraient que ça fonctionne. Il y a évidemment celle des parents, ça c'est un vrai sujet en tant que tel, l'anxiété. Oui, c'est un vrai sujet parce que c'est vrai que ce sont des enfants qui ont une estime de soi altérée, qui ont une forte pression, qui ont une fatigabilité, et puis il y a la pression scolaire. Donc les parents le soir reprennent des heures les devoirs, il y a la lenteur, les enfants sont à la traîne, et on est aussi quand même dans une société où il n'est pas bon d'être à la traîne. On a envie dans notre société d'une efficacité, et ces enfants sont un peu jugés inconsciemment comme pas efficaces. Or, ils raisonnent bien, ils sont vifs, ils ont plein de ressources, mais voilà, comme vous disiez, leurs gestes ne marchent pas aussi bien que ça devrait. Et donc, il y a une certaine... ça engendre beaucoup de stress familial et beaucoup de malheur. Alors, il y a plein de conseils pratiques dans le livre auxquels on ne pense pas forcément. Par exemple, il y a tous les conseils pour s'habiller le matin. Enfin, peut-être vous pouvez en redonner quelques-uns sur les vêtements qu'on choisit ou les brosses à dents qu'on utilise. C'est déjà une première réponse pour sécuriser la période, le lever. Je trouve que justement, comme ces enfants et ces parents ont un stress élevé, il faut se garder de l'écueil, rééduquons le geste, répétons le geste. Il y a des temps pour ça, il y a le week-end quand on a plus de temps, il y a le temps avec le professionnel qui va aider l'enfant, le rééducateur.
quand c'est la bousculade du matin, toutes les astuces comme les velcro, les scratchs, les pantalons élastiqués, il faut y aller. Et s'il y a quelque chose qui résiste à l'enfant, il ne faut pas hésiter à l'aider. Tout à fait, brosse à dents électrique. Il y en a même qui ont des pouces, des distributeurs de dentifrice. Voilà, chacun a ses débrouilles. Robinet thermostatique, couvert adapté, set de table antidérapant. Je les cite parce que c'est dans le livre, mais c'est aussi pour vous donner une idée de la richesse pratique du bouquin. Il y a évidemment toute la partie plus scientifique du livre, mais il y a aussi un tas de solutions. Beaucoup de routines en règle générale. Tout le temps, partout, pas juste le matin. C'est important, parce que comme ces enfants qui ont un coût élevé avec leurs gestes et qu'ils ont cette fatigabilité, cette lenteur, plus on fait de routines et de repères stables, plus ça leur facilite la vie. Donc je fais des checklists, des différentes étapes pour réaliser une tâche. De préférence, je demande les tâches dans le même ordre. Et puis surtout, vous incitez aussi verbaliser sur ce qu'on fait. Oui, parce que comme il y a un trouble du geste, ces enfants sont peu aidés par l'imitation. Et c'est vrai que les enfants non dyspraxiques, ils regardent quelqu'un une fois, deux fois, et hop, ils font et ça marche. Par essai-erreur rapide. Ces enfants, ils ont vraiment besoin de plus de guides. Et notamment la guidance verbale les aide beaucoup. Donc commence par cette manche, commence par ton bras, des petites choses simples mais qui vont les aider. On leur parle et ça les aide à organiser les choses. La question des repas, ça peut être un moment là encore complexe, déjà à la maison, a fortiori au resto. C'est ça, il y a aussi le regard social, il mange salement, elle a fait tomber ses couverts. Donc il faut savoir aussi prendre, c'est tout un ajustement parental finalement, se dire, eh ben oui, mon enfant, il mange un peu salement, c'est la dyspraxie, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Et c'est tout un cheminement comme parent de lâcher un peu de lest sur ça et que s'il y a quelqu'un de l'extérieur qui dit, oh mais quand même, il mange avec ses mains, bah oui. Il mange avec ses mains et c'est pas grave. Et pas culpabiliser non plus en tant que parent, parce que le regard social, il vaut pas que pour, il vaut pas aussi que pour l'enfant. On utilise des jeux adaptés et vous dites pas que des jeux qui ont des vertus éducatives. Il faut aussi les laisser tranquilles ces enfants 3 secondes, quoi. Oui, moi je suis une fervente partisane de dire que ce qui construit un enfant, comme neuropédiatre et comme parent, c'est l'imagination. Et donc je pense que c'est des enfants qui ont cette belle richesse. Ce sont souvent des enfants très créatifs et qui ont de très belles compétences d'imagination. Donc Playmobil, figurines. C'est à fond et c'est vrai que les parents stressés ont souvent tendance à faire des jeux de motricité en se disant là c'est son point faible. Bah justement peut-être qu'il n'a pas beaucoup d'appétence à ces jeux et qu'il faut le laisser aussi s'évader comme il a envie. Imagination sur d'autres choses. Côté sport, il y en a des pas évidents. Alors il y en a un qui est d'autant moins évident qu'il est rendu obligatoire, je crois, dans la scolarité. Alors j'imagine qu'il y a des dispenses, mais et puis par ailleurs, si on veut partir en vacances tranquillement de temps en temps, on est toujours rassuré que les enfants sachent nager, c'est la natation. Oui, c'est un très fort enjeu pour ces enfants. Donc il y en a qui ont une grosse appréhension dans l'eau, d'autres qui n'ont pas d'appréhension mais qui ne parviennent pas à coordonner leurs gestes. Donc il faut absolument prévenir le maître nageur pour que le maître nageur ne soit pas désarçonné et puisse faire preuve de patience parce que ça va demander beaucoup plus de temps et de répétition et il va falloir y aller très progressivement en séparant les gestes, en mettant beaucoup plus longtemps des supports, mais c'est un enjeu très fort. Et de façon générale, la participation à l'activité sportive chez ces enfants, quelle qu'elle soit, est très très importante. Quel type de progrès on obtient dans la gestion de ce trouble ? Et donc je n'ai pas dit dans le soin de cette maladie, mais dans la gestion de ce trouble. À un moment donné, ce sont des enfants qui, une fois devenus adolescents, jeunes adultes, arrivent à gérer leur vie. Se débrouiller dans leur vie, exactement. D'où l'importance d'un diagnostic précoce, parce que si l'enfant et la famille est bien accompagnés, donc comme je disais, l'ajustement parental, mais aussi bien sûr tout le volet d'aménagement pédagogique en classe, alléger l'écriture, voir si l'enfant a besoin de l'ordinateur pour alléger la tâche graphique, c'est des choses extrêmement importantes qui, si elles sont bien mises en place, va permettre à l'enfant une bonne trajectoire développementale et une belle trajectoire scolaire. Et comme je disais, restaurer l'estime de soi, éviter l'écueil de la restriction aux activités sociales que malheureusement on rencontre souvent ces enfants. Si on arrive à faire ce boulot, c'est des adultes qui vont bien. C'est déjà pas mal. On termine avec 3 mots clés qu'on peut retenir. Là encore, ça parcourt tout le bouquin. Ça vaut pour l'éducation en général, j'allais dire. Mais bienveillance, confiance et vous ajoutez humour. Oui, je pense que dans la vie, c'est un sel indispensable. 100 idées pour suivre et aider les élèves dyspraxiques, le trouble du développement de la coordination, des prises en charge aux aides concrètes de la maternelle au lycée. C'est aux éditions Tom Pouze. Vous l'aurez constaté, c'est à la fois précis, concret, éminemment utile. C'est signé d'Emmanuel Ploix-Maes et du docteur Dominique Gras, invité de ce grand oral. On retrouve maintenant Marie-Olivier. C'est le jour du cours particulier.
Marie-Olivier, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire, ce cours particulier. Vous nous emmenez découvrir des pédagogies différentes aujourd'hui en Australie. Oui, aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener à l'autre bout du monde. L'Australie, on crame le bilan carbone en une chronique. Voilà, oui, clairement. L'Australie, immense pays de presque 8 millions de kilomètres carrés pour seulement 26 millions d'habitants. On connaît l'Australie plutôt pour les kangourous, le surf, l'Opéra House de Sydney, moins pour sa population aborigène. Et voilà, qui représente tout de même 900 000 Australiens. Oui, exactement, 900 000 Australiens, c'est quand même presque 4% de la population du pays. Et avec une culture qui remonte à plus de 65 000 ans. 65 000 ans où c'est stratifié, constitué toute une culture ancestrale, des rites qui sont parfois méconnus mais qui continuent. Exactement. Les aborigènes ont d'abord une spiritualité qui est très ancrée dans la nature. Ils parlent du temps du rêve, le dream time, pour désigner l'origine du monde et de la vie sur Terre. Leur culture est riche de nombreuses langues, de croyances, d'art et d'artisanat. Alors on les baptise aujourd'hui Première Nation et comme dans d'autres pays, je pense notamment au Canada, au Québec, ils rencontrent un grand nombre de difficultés en Australie. Exactement. Alors l'arrivée des colons européens a mis en danger leur langue et leur culture. Aujourd'hui, des efforts sont entrepris pour les intégrer, mais la plupart de ces populations sont assez défavorisées et vivent pour une grande majorité dans des zones très reculées. Au point de même pas avoir accès à des services de base du type santé ou éducation. Exactement, un chiffre qui est très parlant. L'espérance de vie à la naissance aujourd'hui entre une personne australienne aborigène et une personne non aborigène, la différence d'espérance de vie, elle est de 8 à 9 ans pour des contemporains. Donc c'est énorme, c'est assez... C'est parlant. Pas très réjouissant, comme vous dites, mais j'ai quand même envie de vous réjouir et de parler de projets qui vont dans le sens de l'intégration de ces populations aborigènes. Et c'est là que les miracles de la pédagogie interviennent. Voilà, la racine. Je vais vous parler d'une approche qui prend le problème vraiment à cette racine et qui s'appelle 8 Ways. 8 Ways, ça veut dire en anglais 8 chemins ou encore 8 manières de faire, 8 manières d'aborder ce problème. Projet lancé en 2011. Oui, alors c'est un cadre qui est conçu pour aider les enseignants à intégrer les pédagogies des aborigènes dans les pratiques d'enseignement. Il a été développé à partir d'une recherche, mais surtout en collaboration avec ces populations. D'accord, donc c'est un cadre qui s'appuie sur les traditions. Qui s'appuie sur les traditions, 8 chemins, 8 manières d'aborder la pédagogie aborigène en se basant sur des méthodes traditionnelles de communication, d'apprentissage et de partage de connaissances de ces peuples. C'est quoi ces 8 manières alors ? Alors il y a partage d'histoire et de récits, parce qu'en fait, la culture aborigène, elle est très ancrée dans l'oralité de génération en génération. Il y a beaucoup d'histoires qui se transmettent. Les cartes d'apprentissage, donc des cartes d'apprentissage pour se repérer dans l'espace. C'est un peu comme du mind mapping, des choses comme ça. Ça a été réintroduit ça. On va avoir quelque chose de très visuel. L'apprentissage non linéaire, donc un apprentissage qui va plus en fonction des intérêts des enfants, de leur appétence, plutôt que ce qu'on a dans des sociétés occidentales, des systèmes traditionnels comme en Australie. Il y a aussi construction, déconstruction, on va m'expliquer ça ? Oui, déconstruction, reconstruction, c'est tout simplement déconstruire des idées complexes pour les reconstruire et ainsi mieux les comprendre, mieux les aborder. Il y a aussi les liens communautaires qui sont très importants dans ces pédagogies, c'est vraiment le cœur de ces sociétés. Les symboles et les images, en fait, s'appuyer sur des métaphores, un peu comme dans l'oralité, pour comprendre des concepts. Les liens avec la terre, évidemment, donc aller sur site, aller dans des endroits et vraiment apprendre de la terre. Et le langage non verbal, donc tout ce qui est kinesthésique et qui ne concerne pas la parole. Ce qui est marrant, c'est qu'on croise plein d'ingrédients, de dispositifs pédagogiques dont on a déjà parlé dans cette émission et qui ne sont pas spécifiques aux aborigènes en Australie d'ailleurs, ou qui parfois sont totalement réinventés dans des sociétés qui n'ont qu'un rapport. Est-ce que les enseignants sont formés alors à ces approches ? J'imagine que oui, sinon ça ne peut pas marcher. Oui, tout à fait. Alors, c'est les enseignants de la région de Sydney, New South Wales, qui sont formés à ces approches pour l'instant. C'est des enseignants volontaires, mais ils sont en lien avec des organismes de formation officiels, 8 Ways. Donc il y a des ateliers courts, il y a un programme de formation aussi de 10 heures et il y a aussi un programme de formation continue. Et ça fonctionne, sinon on n'en parlerait pas. Ça existe depuis 2011, on a quelques preuves. Oui, exactement, ça fonctionne, ça enrichit la formation des enseignants, ça leur donne de nouvelles approches. L'expérience éducative des élèves aussi, qui sont aborigènes ou non aborigènes, ça leur donne une autre perspective. Et puis ça joue un rôle crucial dans la promotion de la justice sociale et de l'équité dans le système éducatif australien. Marie, merci beaucoup. Je vous sentais très attentif, docteur Gras, à ce que disait Marie. Ça renvoie à plein de trucs auxquels vous croyez, je crois. Des approches multimodales, les approches kinesthésiques, visuelles, la motivation de l'enfant aussi, qui est un facteur tellement essentiel, je pense que, et l'inclusion.
Allez, 8 Ways, estampillé par la faculté de médecine et par le docteur David Igram. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir accompagnés aussi pendant toute cette émission. Santidé pour suivre et aider les élèves dyspraxiques, livre que vous co-signez avec la neuropsychologue Emmanuelle Ploix-Maes, préface du docteur Michel Mazot. C'est aux éditions Tom Pouce. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage, Coralie Roulet, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui, avec au son Thibaut Goury-Lafont, à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et désormais sur toutes les principales plateformes de podcast, du moins pour ce qui est de la rubrique Grand Oral.